Notre voyage en Corée du Sud nous permettra de découvrir Séoul, la capitale, mégalopole de 10 millions d'habitants, puis Gyeongju, une ville qui témoigne des splendeurs de l'antique royaume de Silla, et enfin Busan, principal port du pays, et lieu de villégiature favori des Coréens. Notre première promenade à Séoul nous conduit sur les berges de la Cheongyecheon, une rivière aménagée en 2005 en espace de loisirs et de détente. Au sanctuaire Jongmyo, nous pénétrons au cœur de la tradition coréenne. Ce lieu de culte remonte à la dynastie royale Joseon, dont les souverains occupèrent le trône de Corée du XIVe au XXe siècle. Ce sanctuaire entretient les valeurs du confucianisme, toujours perceptibles dans la société coréenne, avec notamment l'accent mis sur l'éducation, le respect dû aux anciens et le culte des ancêtres. Pour ses valeurs tant historiques qu'artistiques, le sanctuaire Jongmyo est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. 문화 정치하는 이러한 생각은 종묘 제략의 주제에 잘 담겨 있습니다. 종묘 제략의 주제는 평화의 기원입니다. 큰 평화를 기원하는 의미에서 연주되던 음악이 바로 종묘 제략입니다. Long de 101 mètres, le hall principal, le Jeongjeon, est un sanctuaire dans lequel sont conservées les tablettes ancestrales de 19 rois et de 30 reines de Corée. Ce sanctuaire est pratiquement dépourvu d'ornements et une gamme limitée de couleurs est utilisée. S'agissant d'un lieu destiné à accueillir les âmes des ancêtres, solennité et sobriété doivent prédominer. Des cérémonies se déroulent à Jongmyo afin de perpétuer une tradition de danse et de musique de cour qui remonte au XIVe siècle. Un sanctuaire secondaire, le Yeonnyeonjeon, renferme les tablettes de rois de moindre influence ou dont le règne fut de courte durée. À Séoul, de nombreuses statues honorent les figures majeures de l'histoire coréenne, comme le patriote Lee Sang-jae, qui lutta au XXe siècle en faveur de l'indépendance du pays. C'est par la majestueuse porte d'Onhwamun que l'on pénètre dans l'enceinte du palais de Changdeok, qui fut pendant des siècles la résidence des rois de Corée. Sa fondation remonte au début du XVe siècle. Détruit à plusieurs reprises par des incendies, il fut à chaque fois reconstruit. La salle du trône était utilisée pour les grands événements d'État, tels le couronnement d'un nouveau roi ou l'accueil des envoyés étrangers.
Bien que ces bâtiments aient été lourdement endommagés pendant l'occupation japonaise, au début du XXe siècle, le palais Changdeok est de nos jours le mieux conservé de la capitale et il est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. On le verra fréquemment, les Coréennes aiment se vêtir de costumes traditionnels pour se promener dans les lieux historiques du pays. Elles se prennent en photo dans toutes les situations, et particulièrement au printemps, quand les premières fleurs commencent à éclore. Derrière le palais Changdeok, la famille royale disposait de son jardin privé. Autrefois, on l'appelait le Gumwon, le jardin interdit, car même les hauts fonctionnaires ne pouvaient y entrer qu'avec l'autorisation du roi. Aujourd'hui, les Coréens l'appellent le Biwon, le jardin secret. C'est le seul exemple intact d'un jardin royal coréen. 바로는 아니다. 새로운 Pas forcé, pas forcé. 현민이가 대답할 거야. 현민이가 얘기해보자. 저거 뭘까? 예쁘게 만드는 게 다 어려워. 나무가 다 얇게 만드는데 안 미는 게 기술이야. Une pièce d'eau nommée Bandoji dessine la carte de la péninsule coréenne. On dit que le roi Injo aimait y passer de longues heures tranquilles, à pêcher sous ce pavillon en forme d'éventail. Le temple Jogye est le siège du bouddhisme coréen. La naissance du Bouddha y est célébrée chaque année lors d'un grand festival de lanternes. Avec pour précepte l'idée d'un monde sans discrimination ni préjugés, ce festival est un moment de partage et de fête privilégié à Séoul. Sous les lanternes en papier coloré, des milliers de petits mots volent au vent. Ce sont des prières adressées au Bouddha. Pour quelques won, la monnaie coréenne, on fait écrire ses vœux sur de petits cartons. Et pour que les vœux durent plus longtemps, les petits cartons sont ensuite plastifiés. Un chariot élévateur permet de suspendre les vœux sous les lanternes, et c'est le vent qui emportera vers les cieux les vœux les plus chers. De nos jours, les bouddhistes représentent le quart de la population en Corée du Sud. La religion majoritaire est le christianisme, qui rassemble près d'un tiers des Sud-Coréens, avec une majorité de protestants.
Le palais royal Gyeongbok est situé au nord de Séoul. Son nom signifie « palais du bonheur resplendissant ». En entrant dans le palais par la porte de Gwanghwamun, on parvient au Gun Jeongjeon. Il s'agit du plus grand bâtiment en bois de Corée. Dans la salle d'audience principale, occupée en son centre par le trône du roi, se déroulaient les événements les plus importants liés à la politique du royaume. La fondation du palais initial remonte au XIVe siècle. Mais au cours de son histoire, il fut à de multiples reprises endommagé, notamment lors des occupations japonaises. Les bâtiments actuels sont le résultat d'une restauration débutée dans les années 1990. La large avenue Sejong-daero est bordée de bâtiments officiels et jalonnée de statues honorant des personnages historiques, tels le roi Sejong qui régna sur la Corée au XVe siècle. Il est resté célèbre pour ses réalisations culturelles, notamment la création du Hangul, l'alphabet coréen. Ce bâtiment de verre et d'acier abrite depuis 2012 l'hôtel de ville de Séoul. Inauguré en mars 2014, le Dongdaemun Design Plaza, ou DDP, est un symbole majeur du développement urbain de la capitale sud-coréenne. Érigé sur le terrain d'un ancien stade de baseball, il était destiné à rénover un quartier de l'est de Séoul qui avait été laissé peu à peu à l'abandon. Son architecture néo-futuriste, faite de puissantes formes courbes et allongées, est caractéristique de l'œuvre de sa conceptrice, l'irako-britannique Zaha Hadid. À la fois temple du design et centre de congrès et de divertissement, le DDP abrite des salles d'exposition, des amphithéâtres, des espaces de conférences et des boutiques proposant des œuvres de designers ainsi que des laboratoires de création qui servent de banc d'essai pour la commercialisation des nouveaux produits. Conçu sur 4 étages et 3 sous-sols, le DDP accueille également des festivals et des concerts. Plusieurs quartiers festifs drainent chaque soir une clientèle plutôt jeune, attirée par les bars, les restaurants, les salles de jeux et les boutiques de mode. La municipalité de Séoul a autorisé l'ouverture de certains lieux de sortie nocturne jusqu'à l'aube. La consommation d'alcool y est importante et il est tout à fait courant de croiser dans la rue des Coréens fortement imbibés. Le cinéma témoigne souvent de cette addiction à l'alcool chez les Coréens, qui serait un moyen de s'ouvrir aux autres et de créer davantage de liens, contrairement à la vie de tous les jours, dans laquelle ils ont tendance à très peu montrer leurs sentiments et à être vraiment réservés. Située au sud-est de la péninsule, la ville de Gyeongju est l'une des destinations touristiques les plus fréquentées de Corée. Les Coréens demeurent très fiers de leur ancienne capitale et du royaume de Silla, qui fut le premier à unifier la péninsule. Dans ce parc de 15 hectares, on dénombre une vingtaine de sépultures royales, édifiées à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Le tumulus mortuaire Cheonmachong est le seul dont l'intérieur est ouvert au public. On y a découvert de précieux trésors, dont la plus grande et la plus somptueuse des couronnes d'or de Silla, ainsi qu'un harnais sur lequel était peint un cheval volant, d'où le nom de tombe du cheval céleste.
Le parc Silla, avec son jardin floral, est un des lieux de promenade favoris des familles coréennes. Ces Coréennes posent devant le plus ancien observatoire astronomique d'Asie. Édifié au milieu du 7e siècle, l'édifice aurait été utilisé par des géomanciens qui cherchaient à lire l'avenir à partir de la position des astres. Situé à l'est de Gyeongju, Anapji est un étang où les rois et reines de l'ère Silla aimaient venir se détendre, ainsi qu'accueillir des invités de marque pour des festivités. L'étang a été réaménagé et 3 pavillons reconstitués se reflètent dans ses eaux, offrant un cadre superbe aux promenades nocturnes. C'est dans la vase de cet étang que des archéologues découvrirent, dans les années 1975, des centaines de plats, de tuiles et d'objets de culte, aujourd'hui exposés au musée de Gyeongju. Le temple Bulguksa est un chef-d'œuvre de l'âge d'or du bouddhisme coréen, à l'époque du royaume de Silla. Sa construction s'acheva en 774 et on lui donna ce nom de temple des terres du Bouddha. De l'époque de Silla, il ne reste toutefois que les structures en pierre. Les 33 marches de l'escalier d'accès au temple correspondent aux 33 pas vers l'illumination spirituelle. Elles mènent à la Jahamun, la porte du brouillard mauve. Le Daeungjeon, le hall de l'illumination spirituelle, abrite une statue du Bouddha Sakyamuni, classée trésor national. Au cours des siècles, le temple de Bulguksa a subi de nombreux dommages et fait l'objet de multiples restaurations. Son aspect actuel remonte aux années 1970 et en l'inscrivant sur sa liste du patrimoine mondial, l'UNESCO a reconnu son importance historique et culturelle. Dans le sanctuaire Birojeon, cette statue du Bouddha Vairocana est également classée trésor national de Corée. À 4 km à l'est du temple Bulguksa, la grotte de Seokguram est un ermitage dont la fondation remonte à l'ère de Silla au 8e siècle. Cette grotte artificielle, taillée dans le granit, est d'une taille plutôt petite car elle était strictement réservée aux membres de la famille royale. Au centre du sanctuaire se dresse une très belle statue du Bouddha Sakyamuni, figurée dans la position dite de la prise de la terre à témoin. Situé à 16 km au nord de Gyeongju, Yeongdong est un village clanique, traditionnel de la dynastie Joseon. Un village clanique, c'est une communauté dont les membres du clan constituent la majorité de la population. Ainsi, Yeongdong s'est établi au XVe siècle, à la suite de mariages entre les clans Yi et Son.
Ces villages reflétaient une stricte stratification sociale. Les maisons des aristocrates étaient recouvertes de tuiles, tandis que les gens du peuple occupaient des chaumières. Le village de Yangdong est inscrit depuis 2010 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À la gare de Gyeongju, nous allons emprunter le train KTX pour rejoindre en une trentaine de minutes Busan, le plus grand port du pays. Avec ses 4 millions d'habitants, Busan est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. La plage de Gwangali, longue de plus d'1 kilomètre, offre une vue spectaculaire sur le pont Gwangan, aussi appelé Diamond Bridge. Il relie depuis 2003 deux arrondissements de Busan en passant au-dessus de la mer. Cette plage est réputée pour la qualité du sable et de l'eau de baignade, qui bénéficie d'un programme de nettoyage du littoral. Autour de la plage, on trouve bon nombre de cafés romantiques et de restaurants de poissons. Le Shinsegae Centum City de Busan a été identifié par le livre Guinness des records comme le plus grand complexe commercial au monde, avec une superficie de près de 300 000 m². On y trouve des commerces et des espaces de loisirs, dont un spa et une patinoire. Sa terrasse ouvre des vues spectaculaires sur les rives du fleuve Sueyong, bordées d'immeubles d'habitation. Le Busan Cinema Center est le lieu officiel où se déroule le festival du film de Busan, le plus important festival de cinéma en Asie. Ce complexe a ouvert en 2011 après 3 ans de travaux. Le bâtiment a pour particularité d'avoir le plus long toit en porte-à-faux au monde. Il a été conçu par le cabinet d'architecture autrichien Kopp Himmelblau. Ouvert au XIXe siècle, Jagalchi est le marché aux poissons le plus important et le plus célèbre de Corée. Plus de la moitié des produits de la mer coréens passent par le grand marché de Busan. Des dizaines d'étals vendent poissons et fruits de mer que l'on peut choisir afin de les déguster sur place.
À la différence de la plupart des temples coréens, le Haedong-yonggung de Busan a pour caractéristique d'être construit au bord de la mer. Le temple bouddhiste originel, qui remontait au XIVe siècle, fut détruit par un incendie lors de l'invasion japonaise à la fin du XVIe siècle. Le sanctuaire actuel est une reconstruction débutée au cours des années 1930. Le hall principal de Daeongjeon est une reconstruction de 1970. La devise du temple est qu'au moins un de vos souhaits sera exaucé ici par vos prières sincères. Nombreuses sont celles qui viennent au temple Haedong-yonggung déposer des offrandes dans l'espoir d'avoir un enfant. La faible natalité est un vrai problème pour la Corée du Sud, qui a pour particularité d'avoir le plus faible taux de fécondité de tous les pays développés, avec 0,80 enfants par femme. Conséquence, selon les prévisionnistes, la population sud-coréenne devrait décliner de 51 millions d'habitants actuellement à 38 millions en 2070. La Corée mène depuis plusieurs années une politique nataliste très marquée, mais elle n'a pas réussi jusqu'ici à inverser la courbe démographique. 정성스럽게 되면 안 되고 나도 할래. 나도 할래. 나도 시켜주네. 그만 태민이부터 해. La plage de Haeundae fait partie des plus belles et des plus célèbres plages de Corée du Sud. En été, elle accueille des milliers de personnes pour lesquelles les spectacles ne manquent pas. Chanteurs, musiciens, danseurs, peintres et dessinateurs. La plage accueille aussi le Festival du Sable, une compétition annuelle de sculpture de sable. Au sud de la plage, un sentier pédestre fait le tour de la péninsule de Dongbaek pour une agréable promenade à l'ombre des arbres. On y croise des familles et des sportifs venus profiter du calme des lieux. Au loin se dressent les buildings du quartier moderne de Haeundae. Le Dusan Haeundae with the Zenith est un complexe de gratte-ciel résidentiel achevé en 2011. À l'issue de cette courte découverte du pays, ces tours de prestige sont venus nous rappeler qu'au-delà de ces traditions séculaires, ce que nous connaissons le mieux de la Corée du Sud, ce sont ces fleurons industriels tels que Samsung, Hyundai, Kia
LG ou Daewoo qui ont fait de ce petit pays, en quelques décennies, la 10e économie mondiale.